Simone, donc c'est notre quatrième interview et je me suis dit, c'est en fait la première fois qu'on en fait une en français. Et je me dis que ce serait bien de commencer par les commencements. Je voulais savoir comment tu es arrivé à l'art ou comment l'art est arrivé à toi. Écoute, j'ai commencé donc à faire des aquarelles au Liban en 1969. Et très vite, en fait, c'est vraiment lié à notre conversation parce que mes premières œuvres étaient des arbres. Je peux dire que c'était le thème qui s'est imposé à moi dès le début. Et j'ai fait énormément d'arbres avec des pastels, pas des pastels gras, des pastels doux, fins. Et j'en ai fait de plus en plus grand. Et j'en ai fait une grande série de 1,5 m par 1,80 m. Et j'ai dû en faire beaucoup. Et quand j'ai quitté le Liban, je les ai confiés à quelqu'un. Et toute cette série est disparue. Elle est disparue. L'art aussi a disparu. Non seulement les arbres se mettent à disparaître, mais voilà. Et donc, l'art est venu à moi par hasard, parce que je n'étais pas du tout enfant, je ne croyais pas du tout devenir artiste. J'ai grandi dans un univers où il n'y avait pas de tableau, pas d'art du tout. La première fois que j'ai vu la peinture moderne, j'avais déjà 15 ans et j'ai vu tout d'un coup. Il y avait, à Bruxelles, il y avait l'exposition universelle, il y avait un magnifique, donc je crois qu'on en a parlé peut-être, mais un magnifique exposition de 50 ans d'art moderne. Donc j'ai vu tout en une fois. Et j'étais philosophe, je lisais dans les bouquins, je lisais, c'était un univers loin de moi. Et puis le fait d'avoir des amis peintres, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit allez-y, viens, fais, prends la brosse, prends ceci, prends cela. Et voilà, et depuis je n'ai plus arrêté. Et Panofsky dit que le futur est souvent inventé avec des fragments du passé. Donc je me suis demandé qui étaient les artistes du passé ou même contemporains qui t'ont inspiré au début. Est-ce qu'il y a eu des... Les artistes contemporains qui m'ont inspiré, c'était vraiment, je peux dire, Dubuffet, par exemple. Dubuffet et Henry Moore. Parce que dès que j'ai eu mon bac, j'ai été vivre à Londres. Et à Londres, à cette époque, Henry Moore était le plus grand. C'est celui dont on parlait le plus. Les gens se disputaient pour qu'on mette ses œuvres à côté de leur immeuble. J'allais au thé tout le temps. Ça, c'était la grande influence. La peinture, oui, la peinture, je l'ai découverte aussi à ce moment-là. À point de vue de la peinture, je peux dire, c'est plutôt l'art abstrait. Parce que quand j'étais enfant, mon environnement était entièrement fait d'art abstrait. C'est-à-dire, il n'y avait pas de peinture dans ma maison, mais il y avait des tapis. Les tapis étaient partout, sur les murs, sur les chaises, sur les sofas, évidemment par terre. Mon père était un collectionneur et donc ces dessins géométriques m'ont absolument formé, je peux dire. C'est ce qu'on voyait quand on allait au souk, quand on allait à la mosquée. C'est l'art géométrique et surtout des couleurs extrêmement plutôt assourdies. C'est pourquoi moi, je ne me vois pas être un grand coloriste. Je travaille beaucoup en camailleux, sauf les arbres. Les arbres étaient très, très colorés. Et un grand coloriste qui m'a certainement beaucoup impressionné, je peux dire que c'est Delacroix. Et ensuite Van Gogh en premier, et ensuite Cézanne, voilà, je peux dire, dans cet ordre. Et Cézanne, évidemment, nous ramène aux arbres. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on ne connaît vraiment pas ces arbres perdus. Oui, c'est tout un bloc perdu. Et j'étais avec Emanuele Coccia à Malte, d'ailleurs, ce week-end. Et Emanuele Coccia a posé ces questions, justement, est-ce que la nature est contemporaine?
Et ça nous amène évidemment aussi à l'exposition actuellement à la Fondation Cartier, qui réunit des témoignages sur le monde végétal et en fait à travers des parcours artistiques, mais aussi à travers des parcours scientifiques. Ça va vraiment au-delà d'une certaine façon, comme dit Snow, de cette division entre la science et les humanities. Et on peut dire que ce pont ou ce lien se tisse à travers les arbres. Encore Emanuele Coccia, le philosophe italien, dit il n'y a rien de purement humain. Il y a du végétal dans tout ce qui est humain. Il y a de l'arbre à l'origine de toute expérience. Donc, c'est intéressant puisqu'il y a l'arbre à l'origine de ton art. Donc, je voulais savoir un peu plus sur ça. Écoute, les arbres, je vais parler donc de Damas, de là où je suis née. C'est une ville qui est une oasis au milieu du désert et qui était entre ce qui faisait sa beauté, dont on parlait dans tous les poèmes et livres sur Damas, est entourée d'un cercle d'arbres. Tous les jardins potagers et les arbres fruitiers entouraient Damas, et c'était ce qu'on venait voir. Et tout le temps, toutes les familles sortaient visiter la Ruta. Elle avait un nom, la Ruta, on allait là-bas. Et l'odeur au printemps des fleurs dans les arbres, c'était absolument enivrant et un rituel qui se posait. Et cette Ruta, on a commencé déjà à y construire, déjà même quand j'étais enfant. Et c'est toutes ces villes, c'était absolument indispensable d'avoir des arbres autour de la ville parce que, comme je dis, le désert est là, le vent souffle dans le désert et apporte la poussière. Et les arbres sont là pour bloquer la poussière, la garder à l'extérieur de la ville et protéger les humains. On est protégé par les arbres. C'est un environnement non seulement qui protège les humains, mais qui protège les animaux, qui nous sont indispensables. On n'en voit plus suffisamment de nos jours des animaux. On a pris un parti contraire de ce qu'il faut faire. Au lieu de les regarder, de les éduquer, d'apprendre d'eux, on les a massacrés. Ça aussi, c'est une chose terrible qui arrive dans le monde moderne. Et c'est ça qui nous arrive justement, ou ce qui nous amène plutôt, c'est cela qui nous amène à la 6e extinction de masse, oui. Comme dit Elisabeth Kolber, et on en a parlé l'autre jour quand tu m'as dit justement qu'on écoute la planète, qu'on écoute les arbres, qu'on écoute... Oui, et les arbres donnent des sons, donnent des effluves. L'odeur qu'ils donnent, les fleurs, quand elles se... Je me rappelle très bien dans mon jardin de Sausalito, quand je m'occupais d'une plante, je coupais, etc., eh bien, les fleurs me donnaient un parfum. Tout à coup, pour moi, c'était très clair, c'était un langage, elles me parlaient, elles étaient contentes, elles me remerciaient, et elles doivent calmement parler entre eux, comme on sait aujourd'hui. Mais j'ai été très consciente de les arbres et les fleurs, les plantes, ont un langage spécifique. Ils ont un mouvement spécifique qui n'est pas le nôtre. Nous, on se déplace de tous les côtés. Eux, ils montent verticalement vers le ciel. Et un arbre a besoin d'énormément de place. Il peut être aussi grand qu'un immeuble. Donc, il est aussi important qu'une trentaine de personnes. Il faut le savoir, il faut absolument les protéger. Mais ce qu'ils nous donnent, on ne sait pas ce qu'ils nous donnent. Ce sont des ondes subtiles qui nous pénètrent sans qu'on puisse les exprimer dans d'autres éléments. Évidemment, il y a aussi cette idée de Stefano Mancuso. Ça, ce que tu dis nous amène à cette idée de Stefano Mancuso qui lui parle de l'intelligence des arbres, d'une certaine façon. Et l'expo aussi fait écho à ces recherches-là de Stefano Mancuso. C'est évidemment, comme tu dis, une capacité sensorielle, c'est aussi une aptitude à la communication, c'est aussi la mémoire. Les arbres ont une mémoire. Et tout ceci nous amène évidemment à cette hypothèse, cette idée, comme dit Mancuso, d'une intelligence
végétale. Je voulais savoir si tu pouvais me parler un peu de ça, si ça, c'est quelque chose qui résonne avec toi, cette idée d'une intelligence végétale. Alors, l'intelligence végétale, comment dire, on en connaît les effets, on en connaît les bienfaits, on ne sait pas comment elle existe. C'est un monde, enfin pour moi, que je n'ai pas pu vraiment étudier, mais la variété, la beauté, l'expérience que chaque plante peut donner à quelqu'un, c'est une science. C'est une science, c'est une. Ils savent s'adapter aussi. Ils peuvent s'adapter, ils peuvent grandir, ils peuvent vous donner ce dont vous avez besoin. C'est un monde d'abord dont on ne peut pas se passer. C'est le monde qui nous nourrit. La terre nous nourrit, la terre produit les végétaux et donc les végétaux ont toute la science de la terre, si je peux dire. Moi, je travaille avec la terre plus directement, mais je comprends que le fait d'avoir que les plantes, en fait, sont encore supérieures parce que c'est de la terre raréfiée, magnifiée, transformée dans la beauté, dans la couleur, et dans les bienfaits culinaires, certainement. Et ça nous ramène justement à la terre, puisqu'on est entouré ici de toutes ces sculptures extraordinaires. Donc tu commences, il y a tout d'abord il y a la littérature, après tu arrives à la peinture, il y a les dessins et la peinture, il y a les arbres, après il y a les tableaux dont tu nous as parlé. Mais à bout d'un certain moment, il y a cette épiphanie avec la sculpture, avec la terre. Est-ce que tu peux nous parler quand c'est arrivé et comment c'est arrivé, du premier jour où tu as commencé à travailler avec la terre? Écoute, le premier jour où j'ai commencé à travailler avec la terre, je suis allée à la Grande Chaumière, justement, quand j'ai touché la terre pour la première fois, elle m'a tellement parlé que je n'ai rien pu faire. C'est resté pendant 1 heure. C'était le cours d'1 heure, je suis partie sans avoir rien fait. Et je suis revenue bien plus tard. Je peux dire qu'il y a une communication absolument immédiate pour moi avec la terre. Je travaille très vite, je n'ai même pas besoin d'outils. Je construis mes choses très spontanément. Et comme je dis, s'il y a une communication, ma sculpture est tellement différente de ma peinture qu'elle ne peut venir que de ce que la terre me dit. Elle emporte avec elle, si je fais des choses sur l'histoire, cette histoire ne m'est pas venue avec la peinture. Cette histoire est venue avec la terre. Et donc, il y a donc une mémoire de la terre, c'est certain. Une mémoire qui se transmet aux arbres et qui se transmet directement en elle-même. Donc toutes ces formes, toutes ces choses, tous ces personnages, ces maisons que j'ai faites ont été, je peux dire, dictées, si on peut dire. Dictées par la terre. Mais souvent, avant de commencer à travailler, oui. C'est comme une pâte, comme la farine pour faire du pain. Tu commences à pétrir, et puis tout à coup, la forme se retrouve. Ça émerge. Ça émerge. Donc il y a des maisons qui émergent, mais il y a aussi des figures. Les maisons émergent plutôt plus consciemment. Mais je peux dire que les personnages émergent tout seuls. Ouais. Et puis après, évidemment, ce qui me fascine dans la Terre, c'est cette transformation qu'elle subit. Et il faut vivre, il faut lui ajouter des choses, lui demander de se transformer, lui demander de
se sublimer, de se mettre debout. C'est pas suffisant. Voilà. Et plus récemment, il y a non seulement les figures qui donc émergent elles-mêmes ou eux-mêmes, les maisons qui sont plus conscients, mais il y a des tours qui en même temps comme sont des troncs d'arbres. Tu peux nous parler de ça? Oui, écoute, l'année dernière, j'ai eu on m'a demandé, le Whitechapel, Galerie de Londres, m'a demandé de travailler sur Délos pour une exposition qu'il faisait à Mykonos. Et donc, la Grèce, qui n'est pas toujours présente dans ma tête quand je travaille, est devenue très présente. Et j'ai fait énormément de travail sur Délos. Et comme Délos a été détruit, ça recoupait beaucoup mes propres thèmes de destruction, de perte. Et en travaillant sur la Grèce, après avoir fait pas mal d'œuvres, évidemment, quand on pense à la Grèce, on pense à la guerre de Troie. Et ça, ces tours me semblaient être comme dans Troie où des gens pouvaient... Non, évidemment, j'ai fait le cheval de Troie, mais en face du cheval de Troie, j'ai pensé à des tours qui pourraient, en fait, qui étaient dans les remparts de la ville. Et vraiment, c'est lié à Troie, c'est lié à la guerre de Troie. Et j'aime beaucoup ces tours, parce qu'elles sont en même temps des habitats, en même temps des tours de guerre, enfin des objets de protection. Je pense à la guerre comme une protection et non pas comme une... Ce n'est pas une agression. Est-ce que c'est aussi des maquettes? Pardon? C'est quelqu'un qui se défendrait à travers ces tours. Et est-ce que c'est aussi des maquettes? Puisque souvent, je me suis demandé avec les maisons et maintenant aussi avec les tours, si c'est des maquettes pour des potentielles architectures. Oui, j'ai une amie, j'ai fait tellement de maisons, elle m'a dit on devrait toutes les construire parce qu'elles sont toutes différentes. Et là, j'ai fait une, alors très dernièrement, elle va bientôt venir ici, j'ai changé de pays, j'ai fait, si tu veux, une construction plus proche entre la pyramide et le tipi. Donc j'ai changé de direction. C'est plutôt des rectangles, des triangles, plutôt que des carrés. Donc, en fait, les maisons aussi, ce sont des géométries. Des géométries. Parce que l'humain n'est pas directement lié, mais il est invisible dans la construction. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire tu construis un habitat imaginaire, mais évidemment, l'homme est quelque part, mais on ne le voit pas. Une autre parallèle réalité à ces sculptures sont les aquarelles. Et on a collaboré sur une exposition, notamment aussi avec Henny, sur un livre qui était ton premier livre, vraiment sur les aquarelles. C'était le livre qui résumait cette activité de décennies où tu fais des aquarelles. Donc, je voulais savoir un tout petit peu si tu pouvais nous parler des aquarelles, puisque dans les aquarelles, il y a aussi l'arbre comme motif récurrent. Il y a d'ailleurs l'arbre aussi dans le projet pour Do It. Absolument. Mais dans l'aquarelle, là, vraiment, je peux dire que c'est le seul domaine où je parle de la couleur. À partir de la couleur, et la couleur vient en même temps que le végétal. Le livre qu'on a fait chez Henny, c'est vraiment, la plupart des choses sont des fruits, des fleurs, des jardins. Et donc, je suis tombée sur une boîte d'aquarelle où la couleur m'a poussée. Là, le mouvement est venu de la couleur et non pas du thème. Le thème a suivi pour bien... L'orange, se dire on souhaite faire des oranges. Et tu peux me parler de ces dessins pour Do It, puisque ça c'est une mémoire d'enfance, c'est une mémoire de Damasque, la pièce pour Do It. Et il y a un arbre là-dedans. Pour qui? Pour Do It, pour le projet Do oui, It. pour Do It. Oui, c'est ça. Oui. J'ai eu des amis de Damas qui sont devenus fous de ce que j'avais écrit là.
Absolument, ben voilà. J'ai dit pour le do it, on monte sur le mont Kassioun. C'est de ce mont-là, qui est juste au bord de Damas, où les gens, pratiquement, quand ils vont en promenade, montent pour voir le cercle d'arbres qui entoure la ville. Donc, j'ai dit monter sur le... Alors, j'ai raconté une histoire tout à fait improbable. Monter sur le mont Kassioun, regardez, fixez votre regard sur Saturne et ses cercles. Et si vous voulez y aller, il faut boire un élixir des feuilles de palmier, et puis taper de votre pied, et boum, vous allez monter là. C'est ça l'instruction. Voilà l'instruction. Et voilà, pour moi, c'était en fait magnifier ce lieu exceptionnel, très fort dans mon enfance, enfin, dans toute la vie de tous Damascains, et d'aller sur cette petite colline qu'on appelle une montagne, et pour voir les arbres de Damas. Pour voir les arbres de Damas. Il faut aussi penser, quand on pense aux arbres, on a les 5 sens qui sont en jeu. D'abord la vue, évidemment, mais l'odorat est très important. L'odeur de la forêt, l'odeur des feuilles mortes, l'odeur des fleurs, c'est ce que vous retenez le plus d'un lieu. Quand je sens le jasmin, n'importe où je suis au monde, je me retrouve à Damas immédiatement. C'est la fleur de la ville. Le gardénia, par contre, c'est Beyrouth. Dès que je sens un gardénia. Et les odeurs. Préserver l'environnement préserve aussi votre constitution humaine, préserve les 5 sens. Bien sûr, et l'extinction, comme dit Bernie Krause, amène non seulement à l'extinction d'espèces, mais ça amène aussi à l'extinction de formes culturelles, mais aussi à l'extinction d'odeurs et de sons. Exactement, exactement. Dans le monde d'aujourd'hui, on a tué les 3/4 des odeurs et des senteurs. C'est effrayant. Or, le sens olfactif est extrêmement important pour vous protéger, pour vous enseigner, pour vous renseigner. L'exposition présente aussi des artistes issus du peuple autochtone qui vivent, ou continuent à vivre d'ailleurs dans des forêts. Pensons, il y a un ami en Amazonie, dont Lothar Baumgarten m'a beaucoup parlé, puisqu'il a vécu avec eux, ou le Nivaclé, Guarani, du Grand Chaco, en nom du Paraguay. Donc dans les dessins de ces habitants de la forêt, dont l'habitat est évidemment de plus en plus menacé par la déforestation, avec cette catastrophe au Brésil, mais aussi dans les pays autour, on découvre une forêt monte. C'est une forêt monte peuplée d'une multitude d'êtres visibles et invisibles, et au sein de laquelle humains et non-humains cohabitent. Donc c'est une vision qu'on retrouve en Occident dans la description cosmopolite du monde inauguré par les philosophes stoïciens dans la Grèce antique. C'est cette même idée, non? Qu'il y a un ensemble dans lequel chaque élément n'est qu'une partie d'un tout unifié. Et évidemment, cet univers unifié et aussi cette symbiose entre le monde humain et non humain est quelque chose qu'on trouve aussi fortement dans ton travail. On trouve ça d'ailleurs aussi par rapport à tous ces liens que tu fais ou que tu tisses à l'Antiquité, que tu tisses au poème épique, au mythe. Oui, donc je parle beaucoup des mythes et de mon environnement personnel, mais je suis extrêmement sensible au drame qui se passe en Amérique latine. La perte de la forêt amazonienne est un drame, parce que c'est une des dernières qui nous reste. On est en train de déforester l'Afrique, ce qui est une horreur, mais aussi l'Amérique latine, où ces tribus vivent, ils connaissent des langues, ils connaissent des savoirs, ils connaissent des plantes. Comme disait Lévi-Strauss, quand il se promenait avec un Indien, il lui donnait le nom de chaque petite herbe au cours de sa promenade. Mais nous, on ne connaît plus rien. On dit ça, c'est de l'herbe. On ne sait rien. On va oublier que c'est une science formidable, que chaque herbe a sa spécificité. Et
c'est un scandale, c'est une horreur ce qui se passe en Amérique latine. De tuer les derniers Indiens, alors que maintenant on est conscient, on veut être conscient, on veut faire le bien, je ne sais pas la réponse. Il faudrait tous aller s'enchaîner sur les arbres de là-bas. Comme il y a eu en Californie une jeune femme qui s'est fait enchaîner, elle a habité sur un redwood pendant longtemps pour qu'on ne tue pas les redwoods, et il a fini par scier le redwood sur lequel elle était assise. Et comme Reagan à l'époque avait dit, once you've seen one, you've seen them all. Alors voilà, c'est ce que les gens disent des arbres. Alors que nous, on sait que chacun existe, devrait exister pour toujours. Il y a des arbres qui vivent 2000 ans. Quelle force, quelle leçon. La longue durée. Oui, un homme, il vit 100 ans, on dit, oh, vraiment, il est bien vieux, tandis qu'un arbre peut vivre 1000 ans. Et c'est merveilleux. Il faut le respecter. Ça, c'est une belle conclusion. Une chose que je voulais demander avant, et qu'on peut peut-être insérer un peu avant, parce qu'il y a évidemment aussi l'arbre dans la littérature, l'arbre dans la poésie. On en a parlé la dernière fois avec Ethel, quand on a parlé des oliviers, l'inspiration qu'elle avait prise pour la poésie, mais aussi pour la peinture des oliviers. Évidemment, pour toi, il y a aussi la poésie au cœur de tout. De tout. Ben, oui. Il y a le fameux poème de Baudelaire qui dit que tous les sens travaillent ensemble, se répondent. Et c'est la même chose dans la nature. Et dès qu'on lit de la poésie, écoute, le premier grand poème, c'est les poèmes d'Hésiode, les travaux et les joues, il y a toujours les arbres, la création de la vie. Parce que qu'est-ce qu'un arbre? C'est quand la terre a commencé à produire la vie. La terre est vivante. On ne le voit pas avant qu'elle ne produise les premiers arbres et les premières plantes. Et c'est une terre nourricière et ce fruit doit être vraiment respecté. Et on le trouve dans toutes les poésies de tous les pays. Donc l'homme en est conscient, il faut s'y remettre, il faut retourner à ça. Et retourner à la poésie, c'est évidemment quelque chose que tu as toujours fait. En tant qu'artiste, tu as commencé la Post-Apollo Press, et ça c'est une activité, encore une autre parallèle réalité. Tu peux nous parler de l'épiphanie de la Post-Apollo Press et comment tu as trouvé le nom? Voilà, j'ai trouvé le nom parce que c'était l'époque où on venait de monter sur la Lune. On fête cette année le 50e anniversaire de l'alunissage. Donc on était enthousiastes par cette nouvelle idée d'aller dans l'espace, de voir des nouvelles couleurs, et donc j'ai appelé ma maison d'édition Post-Apollo, après le programme Apollo qui a mené l'homme à la Lune. Et le premier livre était un poème et c'est curieux parce que ce premier poème qui s'intitule From A to Z d'Ethel Adnan était une réponse au désastre nucléaire qui avait eu lieu en Amérique à 3 Mile Island. Et on lui avait proposé d'aller là-bas pour faire des interviews et tout. Elle a dit non, moi je ne peux pas aller là-bas, mais j'écrirai un poème. Et le poème, en fait, en dit plus que les interviews qu'on aurait pu faire. La poésie est un langage de nouveau. On peut retourner aux mêmes choses, rapide, concis, qui est tout à fait... on dit en 2 mots ce que tout un roman peut dire. Que dans un roman, on a besoin de 2-3 chapitres. Et la poésie, on peut l'amener avec soi, partout, le petit livre. J'ai fait des petits livres, très beaux, pour qu'on puisse justement l'avoir toujours sur soi, au lieu de l'apprendre par cœur. Et tu peux nous parler du logo? Et le logo, c'est le croissant de la Lune. Et j'ai demandé à Ethel Adnan d'en faire beaucoup. Et j'ai choisi celui qui me plaisait. C'est devenu le logo de la presse. Dernière question, 2 dernières questions. Une, c'est comme tu sais, dans chaque interview, dans chaque conversation,
je pose la question sur le projet non réalisé. C'est une question récurrente puisque nous savons beaucoup sur les projets non réalisés des architectes puisqu'ils les publient, mais nous ne savons quasiment rien sur les projets d'artistes non réalisés, utopiques, des rêves, des projets qui sont peut-être trop grands pour être réalisés, trop petits pour être réalisés, peut-être des projets censurés, et de temps en temps aussi des projets autocensurés, comme a dit Doris Lessing. Il y a souvent cette idée que peut-être on n'ose pas faire un projet. Elle m'a dit il y a les livres qu'elle n'osait pas écrire. Donc tout ça, ça fait partie de ce royaume, de cet univers, disons, des projets non réalisés. Donc je voulais te demander de nous parler d'un projet non réalisé qui te tient à cœur. J'ai un projet non réalisé qui a trait aux arbres et qui a trait à Ibn Arabi. Je sais que je lis énormément. Et il a dit que il y a... Qui a dit ça? Ibn Arabi. Ah oui. Il parlait de... comment dirais-je? Métaphoriquement, de 99, les 99 noms de Dieu qui sont faits avec des briques, et il y aurait deux briques qui manquent, et lui se sent être celui qui a fini la construction, qui a mis sa brique dernière. Et moi, je voulais traduire cette idée en construisant un jardin, en plantant 99 arbres qui donneraient tous une fleur blanche, et puis 2 qui donneraient des fleurs roses, pour montrer que c'est les 2 qui finiraient la création, qui finiraient le statement, qui finirait l'énoncé qu'il a voulu donner. J'aimerais beaucoup le faire. C'est super beau. Merci infiniment. La dernière question, c'est pour Instagram. On s'est demandé si tu pouvais dessiner un arbre, peut-être. En plus, on a parlé de tout à travers les arbres. Voilà, j'ai fait l'arbre en fleurs. Mais c'est fantastique. Voilà, j'ai fait un arbre avec beaucoup de feuilles, mais je voudrais aussi dire qu'il y a des petits oiseaux qui sont là et qui chantent souvent, surtout le soir et le matin. Voilà. Merci beaucoup, c'est super.